à Rimouski, mais aussi en Gaspésie et à Rivière-du-Loup. Richard Gauthier est notre président qui aurait bien aimé prendre la parole, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Michel Hébert, qui est là, nous donne un bon coup de main aussi pour tout ce qui est la technologie. Martine Canuel est notre permanente. Vous l'avez peut-être contactée si vous faites affaire avec la DOCAR. Martine contribue beaucoup à l'organisation depuis plusieurs années. Alors, on va passer à la conférence si on ne réussit pas à avoir Richard, qui vous salue en passant. Non. Alors, la conférence s'intitule « Pourquoi vieillit-on » ou quelque chose comme ça. C'est quand même une bonne question. Chacun de nous, on se pose cette question-là à l'occasion. Pas nécessairement dans l'espoir de rajeunir, mais bien pour mieux comprendre ce phénomène complexe qui concerne tout le monde animal, y compris les humains. C'est quand même curieux que certains animaux ne vivent que quelques jours, comme les papillons, alors que d'autres organismes vivants, comme certains mollusques marins, peuvent prolonger leur vie jusqu'à 500 ans, à moins d'être mangés avant, bien sûr. Alors, Pierre Blier, c'est notre conférencier aujourd'hui. C'est un gars qui est passionné depuis longtemps par cette grande question du vieillissement. C'est un biologiste et professeur de biochimie et de physiologie évolutive ici à l'UQAR. Les mitochondries, vous allez entendre ce mot-là tout à l'heure, sont des cellules bioénergétiques essentielles à la vie. Bien, ça a l'air que ça joue un rôle dans le vieillissement. Alors, Pierre est professeur ici à l'UQAR, mais il a déjà été invité dans d'autres universités, à San Diego, à Montpellier, en Oregon et à Melbourne, en Australie. Alors, il connaît un peu le monde entier. Pierre a accepté de présenter pour nous certaines pistes d'explication sur les causes du vieillissement que nous offre la biologie moderne. Il nous donnera aussi quelques informations qui nous permettront peut-être de ralentir le processus. Merci, Pierre, pour ta collaboration. La conférence va durer à peu près 1 heure, puis il y aura une période de questions de 15-20 minutes après cette conférence-là. N'oubliez pas, les personnes qui sont sur Zoom, de fermer vos micros pendant la conférence et vous pourrez les ouvrir après pour poser des questions. Et juste un mot de bienvenue en particulier à toutes les personnes qui sont sur Zoom, mais en particulier à la résidence des bâtisseurs à Matane, qui est un groupe de personnes qui ont accepté de participer à la conférence à partir de Zoom. On vous souhaite la bienvenue. Alors, je passe la parole à Pierre Blier. Oui. Vous m'entendez bien, oui? C'est pas trop fort? Juste assez? Super. Merci, Mario. Bien, la première des choses, il faut que je vous dise, quand j'ai croisé Mario le printemps dernier dans le vestiaire ici de l'université. On s'entraîne tous les deux. Puis à un moment donné, on discutait, je lui demandais ce qu'il faisait, puis il m'expliquait entre autres qu'il s'occupait de l'association. Puis de fil en aiguille, il me demande, il dit, donc, on organise des activités, puis il me demande, il dit, ça ne te tenterait pas de donner une petite conférence à moi naïvement? J'ai dit oui, ça pourrait peut-être être intéressant. Il dit, aurais-tu un sujet? Mais le vieillissement, ça pourrait peut-être intéresser les gens. C'est un peu mon domaine de recherche. Fait que je me suis dit, ça devrait être facile à traiter dans le cadre d'une petite conférence de vulgarisation. Puis je ne suspectais pas que je serais probablement pas mal plus stressé à présenter ou à préparer cette présentation-là que je le suis pour n'importe quelle présentation en général. Je suis habitué de faire des conférences un peu à l'extérieur, mais conférences scientifiques dans le cadre de congrès scientifiques, si j'ai l'air fou en Italie, c'est pas grave. Hein? Je veux dire, les Italiens ou les collègues anglais, américains, etc., je ne reverrai pas la semaine d'après. Mais vous, si je me plante, là, on va se croiser au marché. On va se croiser, fait que là, j'ai un méchant défi. J'ai un gros défi. Donc, ce que je veux aussi, avant de commencer, je veux vous aviser, c'est que, effectivement, c'est une conférence de vulgarisation. Donc, vulgarisation sur un sujet comme le vieillissement, ça couvre large. C'est-à-dire que c'est pas une conférence scientifique à strictement parler. Donc, on va couvrir une partie de la surface des questions que je vais vous présenter, mais on va faire de la surface en profondeur. Donc, je vais essayer
quand même donner du contenu en termes du pourquoi on vieillit. Mais c'est ça. Donc, j'avise les scientifiques. Puis là, évidemment, je vais vous accompagner dans ce qui peut sembler être un petit peu plus complexe. Donc, là-dessus, je pense qu'on peut commencer. Alors, pourquoi vieillit-on? Les secrets de la longévité. Cette question-là, on n'est pas les premiers à se la poser. Le premier traité dont on a hérité, en fait une thèse qui a été rédigée par Aristote, ça remonte à peu près 350 ans avant Jésus-Christ, une thèse dédiée à pourquoi on vieillit, mais surtout pourquoi il y a des différences de longévité marquées entre différentes espèces animales. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours de philosophie. En général, nos profs nous disaient qu'Aristote, c'était un fameux philosophe grec. Moi, je vous dis, c'était un biologiste grec, un des premiers biologistes. Aristote a beaucoup travaillé sur la biologie. Ses thèses étaient intéressantes. En fait, il évoquait, entre autres, le métabolisme sans le savoir. Il parlait des différences de chaleur entre les animaux ou les différences d'humidité. Évidemment, il n'était pas équipé comme on l'est aujourd'hui pour essayer de sonder le pourquoi des divergences de longévité chez les animaux. Aussi, pourquoi ça nous intéresse? Bien, pour beaucoup d'entre nous, c'est parce qu'on veut vivre vieux. Ça, ici, c'est Jeanne Calment. C'est le record enregistré de longévité, une Française qui vivait à Aix-en-Provence, qui est morte il y a peut-être une dizaine d'années, 10-15 ans environ, qui est morte à l'âge de 121 ans. Alors, pour la petite histoire, Jeanne Calment a arrêté de fumer à 115 ans. Et puis elle a arrêté de fumer parce que, évidemment, son médecin il a dit que ce n'était pas bon pour sa santé. Il avait raison. Donc, elle a continué, ça lui a permis de gagner un 7 ans de plus. Mais c'est surtout qu'elle a arrêté parce qu'elle n'était plus capable d'allumer ses cigarettes. Elle voyait plus clair ses cigarios. Mais elle s'est quand même rendue à 100. Lui, un vigneron espagnol, Monsieur De Campo Garcia, qui est décédé à 107 ans. La petite histoire, c'est que ce monsieur-là, apparemment, dans les revues de presse, il disait qu'il buvait, donc c'est un vigneron, il travaillait fort, mais il buvait son 3 litres de vin à tous les jours depuis à peu près le début de la vingtaine. Mais il a réussi à se rendre à 107 ans. Donc, il y a des bonnes génétiques. Ça, c'est une dame belge aussi, je ne me rappelle pas de son nom, elle, mais à 96 ans, elle buvait à peu près ses 10 verres de bière par jour. Donc, évidemment, il y a de la génétique à ça. On n'a pas tous hérité de ce genre de génétique-là. On est peut-être mieux de faire attention. Puis, la raison pour laquelle on s'intéresse vraiment beaucoup à la longévité, outre le fait qu'on veut vieillir comme ces gens-là, mais c'est surtout aussi parce que, puis on fait beaucoup de recherches, parce que les baby boomers, en fait, sont arrivés à l'âge de la retraite. Ces gens-là étaient habitués de se percevoir comme des jeunes. Les gens qui étaient adolescents et jeunes dans les années 70. Puis aujourd'hui, c'est ça, à la retraite, ils ont des sous, ils ont des moyens d'investir. Donc, ils sont prêts à investir dans la recherche sur la longévité, mais surtout, l'objectif, c'est d'essayer de rester le plus jeune le plus longtemps possible. Donc, il y a énormément d'argent présentement qui est investi dans la recherche sur le processus de vieillissement. La recherche, l'intérêt de la recherche, ce n'est pas tant de nous faire vivre plus vieux, mais c'est surtout de ce qu'on appelle ici c'est la longévité de qualité, le health span, c'est-à-dire ici par rapport à la longévité totale. Alors, les organismes subventionnaires, les organismes gouvernementaux, ce qu'ils veulent, c'est pas tant qu'on vive beaucoup plus vieux, c'est qu'ils veulent qu'on vive plus longtemps en bonne santé. Donc, rallonger la durée de la période de vieillissement en santé. Parce qu'évidemment, cette période-là ici, là, où on commence à accumuler les maladies associées à l'âge, ça représente un défi au niveau politique et au niveau moral. Je pense que ça représente à peu près, les gens en sciences de la santé, ici vous me corrigerez, là, mais on doit investir au moins 70 à 70 de ce qu'on dépense en santé dans nos 5 dernières années de vie, pour entretenir à peu près nos 5 dernières années de vie. Donc, c'est extrêmement coûteux pour la société. Puis évidemment, on gagnerait à vivre cette période-là
pas mal plus en forme. Donc, je reviens à la question de base, là, pourquoi vieillit-on? Puis pour aborder cette question-là, en fait, ce qu'on peut se poser aussi comme question, c'est une façon de l'aborder, c'est pourquoi certaines espèces animales arrivent à vivre plus vieilles que d'autres. Donc, en répondant à cette question-là, on devrait être en mesure de répondre, entre autres, à ce qui détermine le vieillissement. Puis là, si je vous demande, là, on a des modèles d'études, j'y reviendrai. Si je vous demande, c'est quelles espèces animales qui vivent le plus vieux, qui arrivent à vivre les plus vieilles. En général, quand je pose la question, puis je laisse répondre, bon, ben, on me parle du cacatoès, on me parle de la tortue géante, on va me parler des baleines, mais le record absolu, encore aujourd'hui, c'est un bivalve qu'on retrouve dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, ça, c'est une des bébites qu'on étudie ici à l'UQAR, Arctica islandica. C'est donc, j'ai une étudiante ici qui est en train de faire son doctorat sur cette bête-là, entre autres, et d'autres espèces. Puis, pour la petite histoire, on a au large de l'Islande, ils ont récolté un spécimen qu'ils ont âgé de 507 ans. Donc, ils l'ont appelé Ming parce qu'il était né pendant la dynastie Ming en Chine. Alors, donc, ce que ça illustre ici, c'est que la nature, en fait, c'est un vrai laboratoire où l'évolution a testé, a expérimenté toutes sortes de modes de vie qui ont permis de définir des longévités, des phénotypes de longévité qui sont extrêmement contrastés. Donc, des animaux, par exemple, là, on est dans le règne animal, ce qu'on appelle les métazoaires, les animaux avec plusieurs types de cellules. Donc, on a des longévités qui vont de quelques jours à plusieurs centaines d'années. Alors, ça, c'est du matériel, c'est du bonbon pour des gens comme moi qui font de la physiologie, de la biochimie évolutive. Ça peut nous aider à répondre aux questions. Qu'est-ce qui explique le vieillissement et les divergences de longévité? Donc, en biologie, ça, la majorité des gens n'en sont pas conscients. Il y a deux façons de poser la question « pourquoi ». C'est-à-dire, entre autres, ici, pourquoi on vieillit? Il y a deux façons distinctes, et souvent même les biologistes ne font pas la distinction. Il y a la il y a la question ultime, puis la question proximale. La question ultime, c'est la question évolutive. C'est pourquoi l'évolution a permis de designer, a réussi à designer des espèces qui avaient des longévités ou des modes de vie qui étaient aussi contrastés. Donc, c'est quoi la pression sélective? Comment l'évolution a permis d'arriver à ce résultat-là au niveau des espèces animales? Donc, ça, c'est la question ultime. Puis la question proximale, c'est les causes mécanistiques. Fait que là, on s'en va dans la machine. On étudie la biochimie et la physiologie des organismes. Aujourd'hui, je vais aborder les deux questions. Le pourquoi évolutif puis le pourquoi mécanistique. Pourquoi on vieillit? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la biochimie? Fait que là, on va commencer à faire juste un petit peu de biologie évolutive. On va commencer par définir c'est quoi la sélection naturelle. Alors, puis là, j'illustre ici. Puis comment la sélection naturelle intervient. Donc, ça, un exemple extrêmement simple. On a une population de souris avec deux morphes différents, un morphe clair, un morphe foncé, dans un environnement qui est foncé. On a un prédateur, donc on a une pression de sélection qui est la prédation. On a un prédateur, un aigle. Puis évidemment, dans ces conditions-là, le morphe foncé se confond avec l'environnement, donc il est pas mal plus difficile à détecter. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'au fur et à mesure qu'il va y avoir de la chasse, que les aigles vont chasser, on va diminuer la proportion des individus qui ont un morphe clair, qui sont pâles, mais les morphes foncés vont se maintenir. Ce que ça va donner, c'est que quand c'est cette population-là, ici, qui a été sélectionnée, va se reproduire, bien, dans la prochaine génération, ce qu'on va retrouver, c'est une plus grande proportion de morphes foncés. Donc, la sélection a opéré en éliminant certains morphes qui étaient moins adaptés. Ça vous va? Dans les conditions. Puis là, la pression sélective, c'était la prédation. Fait que la question ici, c'est
où et quand les pressions de sélection agissent-elles? Comment, dans le cycle de vie d'un organisme, la pression de sélection va agir? Alors, bon, ça c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, ce que je viens de vous présenter. Je vous présente un autre cas. Alors, le cas où, oups, OK, on a encore notre population de souris avec deux morphes, pâle et foncé. Mais dans ce cas-là, avant la reproduction, pour une raison ou pour une autre, notre population est tranquille. Il n'y a pas de prédateurs. Cette population-là se reproduit. Qu'est-ce que ça donne comme descendance? C'est à peu près la même proportion des deux morphes. Et par la suite, une fois que cette population-là a pris de l'âge, a vieilli, pour une raison ou pour une autre, à un moment donné, il y a les prédateurs qui arrivent, qui font de la prédation sur cette population-là. Donc, ici, évidemment, cette population mère-là, d'origine, il va y avoir de la sélection, puis des individus vont être éliminés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la sélection qui a été opérée sur cette population-là, après qu'elle se soit reproduite, n'a aucun impact sur le morphe des descendants, puisque ça s'est fait après la reproduction. Okay? Donc, c'est relativement simple, mais tout ce que ça veut dire, c'est que, on va passer vite, la sélection a un impact sur l'évolution lorsqu'elle agit avant la reproduction. Puis là, si on revient à l'âge, au vieillissement, en gros, ce que ça signifie, c'est que la sélection n'a jamais, en fait, l'évolution n'a jamais permis la sélection d'individus qui vivaient vieux, parce que vivre vieux, c'est prolonger son temps après sa période de reproduction. Vous me suivez? Donc, il n'y a pas de sélection pour vivre vieux. La sélection, elle opère sur l'âge à la reproduction, puis l'investissement qu'on va faire à la reproduction. OK, donc, je pense que je vais amener ma tasse ici, ça va être plus simple. OK. Alors, ce que ça veut dire chez les organismes vivants, en particulier chez les animaux, ça pose un problème, en fait. Il faut faire un choix en termes au niveau évolutif puis au niveau des stratégies de reproduction puis des stratégies de développement et d'exploitation de l'habitat. Je vous explique. Je suis un animal. Puis, il y a des ressources dans mon environnement. Les ressources, en fait, ont l'équivalent à de l'argent à investir. Les ressources, c'est la nourriture que j'investis, que j'ingère, c'est l'énergie que j'ingère pour faire quoi? Pour être actif, ou encore pour grossir, construire du muscle, ou encore pour me reproduire. Ça marche? Donc, ce que j'investis dans mon corps, ce qu'on va appeler le soma, je ne l'investis pas dans la reproduction. Il est investi dans le maintien de mes organes. En fait, puis je vous le dis, nos organes se nettoient constamment. Ils sont toujours en train de se renouveler. Il y a des mécanismes de contrôle de la qualité qui éliminent les molécules qui ne sont pas bonnes, qui resynthétisent. Donc, ça, il y a des mécanismes de régénération. Moi, je suis une machine qui se refait constamment depuis que je suis né. Ça, c'est de la maintenance. Ça coûte cher, puis ça permet d'éviter les dommages moléculaires. Mais cette maintenance-là, cette énergie-là qui est investie dans la maintenance, puis qui prévient le vieillissement, mais qui est investie dans la maintenance, bien, elle n'est pas investie dans la reproduction. Ça va? Fait que là, admettons que je suis comme animal, mon groupe à moi, c'est des souris. On a un foutu problème, il y a des prédateurs. Il y a des aigles, il y a des canidés, Puis là, il faut que... Puis ils sont présents constamment. Ils posent un problème au niveau de mon potentiel de survie. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis dans le monde, que je me promène un petit peu, je risque de mourir. Mon potentiel de survie est relativement faible. Fait qu'en termes de stratégie, là, comme animal, considérant ces pressions de sélection-là, puis considérant cet environnement-là, ça serait quoi ma stratégie pour être capable de maintenir ma population dans le monde? Bien, la stratégie, c'est de se reproduire le plus vite possible, puis de faire le plus de petits possible. Mais si je fais ça,
Hein? Je le fais aux dépens de la maintenance. Ça vous va? Fait que ce que ça donne comme stratégie là, en termes de reproduction, bien, ça, c'est un extrême de stratégie, l'éléphant. Donc, l'éléphant, les éléphants n'investissent pas dans énormément d'éléphantaux, ils en font un à la fois. Ça prend 22 mois de gestation, ils en font un comme il faut. Mais puis, ils le font tard. Ils le font tard. Donc, pour être capable de faire un éléphanteau qui est aussi en forme que ça, aussi solide que ça et aussi terminé que ça, bien, c'est ça. Il faut que la femelle, déjà, soit adulte, soit bien en forme. Donc, en général, je pense que c'est autour d'une vingtaine d'années. Ils atteignent la maturité sexuelle à peu près autour d'une vingtaine d'années. Puis, les éléphantaux, ils prennent leur temps. À l'opposé, la souris. La souris, quelques mois, maturation sexuelle, tout de suite, on se reproduit, puis on en fait une tralée en espérant qu'il y en ait au moins un dans le tas qui survive. Ça marche? Donc, ça, c'est en fait une autre illustration des stratégies de développement en fonction de ces deux stratégies-là de reproduction mais dans ce cas-là, associées à la longévité. Ça, moi, l'être humain, c'est un petit peu comme des éléphants. On ne fait pas beaucoup de petits. Hein? On les fait bien. On les mène à terme. En fait, c'est moins que les éléphants. Là, quand 9 mois de gestation, quand ils arrivent, ils sont un peu plus démunis, mais ils sont quand même assez bien structurés, assez solides en général. Ce que ça fait, c'est on s'en occupe bien. Donc, le potentiel de survie dans les premières années est relativement élevé. C'est juste vers la fin que ça va se terminer. Puis ça, ici, c'est mes rongeurs. Puis ça, c'est encore d'autres types d'organismes, entre autres des invertébrés puis des plantes, où il y a une grosse investissement dans la reproduction. On fait des milliers de bébés. Une morue, là, dans sa vie, assez tôt, là, ça peut pondre. Je pense que c'est quoi? C'est autour de 5 millions d'œufs. Là-dessus, il faut juste qu'il y en ait qu'il y ait 2 larves qui survivent jusqu'à l'âge adulte pour maintenir la population. Donc, c'est un gros investissement. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça? Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on peut avoir 2 stratégies. On se reproduit tôt ou tard. Puis dans le tôt, souvent, on va investir beaucoup d'énergie pour faire le plus de petits possible. Donc, au lieu d'investir toute notre énergie dans une machine super sophistiquée qui est capable de durer, en fait, ça, vous pouvez le léguer à vos enfants qui vont le léguer à ses petits-enfants. Ici, une dizaine d'années, quoique le choix n'est pas très bon parce que des Toyota, ça peut toffer. Mais vous comprenez le principe. Hein? La conclusion au niveau évolutif, puis là, on va arriver à la partie qui vous intéresse probablement le plus. La conclusion au niveau évolutif, c'est que pour vivre vieux, il faut maturer tardivement. C'est ce qu'on fait. Hein? Il faut investir dans moins de rejetons, faire des rejetons qui sont plus solides. Puis c'est là que c'est important. Il faut garder une proportion significative de l'énergie qu'on ingère et de la ressource qu'on ingère. Il faut en garder une proportion significative comme ressource en fait, je dis de se soigner, se reconstruire systématiquement. Ça marche? Donc, dans les mécanismes de contrôle de qualité de nos tissus, de nos organes, de nos cellules. Ça aussi, je vais y revenir. Donc, au niveau évolutif, s'il y a une chose à comprendre, à retenir de ça, c'est que l'évolution ne s'intéresse pas aux adultes qui se sont reproduits. Nous autres, notre job est fait, ceux qui se sont reproduits. L'évolution s'intéresse à ceux qui ont un potentiel de se reproduire, les jeunes. Donc, les théories évolutives du vieillissement, ce qu'ils nous disent, c'est que les mutations que nos ancêtres ou que les espèces animales, de façon générale, vont avoir, qui accélèrent ou qui favorisent le potentiel de reproduction, ces mutations-là vont être retenues et privilégiées, même si elles peuvent avoir un effet délétère plus tard dans la vie des organismes. Vous me suivez? Donc, plus tard, ça se peut très bien qu'un de mes gènes, ou en fait le fonctionnement d'une de mes cellules,
se mettent à dysfonctionner à cause de traits que j'aurais acquis, mais qui, plus jeune, me donnaient un avantage. Ça marche? Vous me suivez? Donc, par exemple, une mutation là, qui me permet d'être, comment dire, je dirais, plus rapide, mais en même temps, plus tard, plus rapide à arriver à me reproduire, mais que plus tard augmente mes risques d'avoir un cancer, bien, cette augmentation du risque de cancer-là, on s'en fout au niveau évolutif parce que ça m'a permis d'avoir un meilleur succès reproducteur. Ça, les chercheurs en ont trouvé des gènes comme ça. On en a trouvé chez l'humain, puis on en voit aussi chez les animaux. Si vous avez d'autres questions pour la partie évolutive, ça va me faire plaisir. Encore une fois, on fait de la surface. Je peux aller en profondeur dans les théories. Là, ce à quoi on va s'intéresser, c'est les causes mécanistiques du vieillissement. Là, ça commence à être d'autres choses. C'est là qu'on peut peut-être intervenir. Puis là, je parle de la biogérontologie par opposition à la gérontologie biomédicale. Si vous demandez, puis là, j'ai des collègues ici en sciences santé, là, si vous demandez à des gens en sciences santé pourquoi on vieillit, hein, en général, ce qu'on va vous répondre, c'est parce qu'on prend de l'âge. On n'est pas avancé. On n'a pas répondu à grand-chose, mais ils ont raison quand même. Hein, donc, puis je vous explique, parce qu'on prend de l'âge. Ce que ça veut dire, ça ici, c'est une figure relativement simple. Ici, c'est pris à partir de données dans la population nord-américaine. On a l'âge des individus, donc, puis la proportion des individus à un âge donné, par exemple ici à 20 ans, qui sont affectés d'une des pathologies, des classes de pathologies qui sont présentées ici. Par exemple, ici, les maladies coronariennes, toutes sortes de classes de maladies coronariennes. Donc, la proportion des gens, par exemple, à 20 ans, qui sont affectés d'une maladie coronarienne. Ici, on a en bas de 5 puis quand on arrive à 60 ans, on se rapproche de 20 puis à 80 ans, on frôle le 40 Ça marche? Ce que ça nous dit ici, c'est que l'âge, c'est un des déterminants majeurs de l'apparition de maladies, évidemment, de maladies associées à l'âge. Vous allez me dire, c'est un petit peu normal, là, mais ce qu'il y a à retenir ici, si on prenait, par exemple, ces maladies-là, on retrouve ça chez les mammifères de façon générale. Si je prenais la même figure pour, par exemple, les chiens, les espèces de chiens, j'obtiendrais à peu près le même genre de courbe. Donc, ici, au lieu d'avoir 80 ans, j'aurais à peu près 12 ans. Puis j'aurais le même genre d'augmentation des fréquences des maladies en fonction de l'âge, mais dans un registre de temps beaucoup plus court. Ce que ça veut dire, là, c'est que ce qui se passe à l'intérieur des organismes, chez les humains, ça se passe aussi là, à l'intérieur des organismes, chez les canidés, par exemple, mais à un rythme beaucoup plus rapide chez les canidés. Donc, il y a une base biologique qui est associé au rythme de vie. Puis, donc, quand je disais les gens en sciences de la santé ne répondront pas vraiment à la question, entre autres parce qu'en sciences de la santé, on s'intéresse à quoi? En général, Nicole, la majorité du temps, on va s'intéresser aux pathologies. Êtes-vous d'accord? Plus ou moins, mais souvent aux pathologies. On va essayer de soigner des pathologies. En biogérontologie, là, les questions qu'on va se poser, c'est au niveau de la physiologie des organismes, ce qui se passe dans les organismes, qu'est-ce qui se passe pour nous amener à un environnement physiologique ou un environnement cellulaire qui permet que tout d'un coup, à un moment donné, ces maladies-là se mettent à émerger. Ça marche? Donc, qu'est-ce qui se passe avant? Puis ça, en général, le avant, si tu n'as pas trop de pathologie, ça intéressait moins les chercheurs. On va commencer. Fait que là, pour répondre à ce qu'est-ce qui se passe avant, puis quand on rentre dans la machine, je vais commencer par un petit cours très rapide de biologie et de physiologie cellulaire. Puis ce que je vais vous dire là, je ne vous annoncerai pas la vérité, là, je vais vous présenter des pistes, des hypothèses qui sont très suivies par beaucoup de chercheurs aujourd'hui. OK, donc une cellule. La base, l'unité de vie des organismes, la cellule. On a des cellules partout dans le corps. C'est la même chose dans les plantes, les animaux. On est composé de cellules, des cellules du foie, les cellules hépatiques, les cellules du cœur, les cellules du cerveau. Donc,
toutes les mêmes unités structurelles communes. Tout ça, ça se ressemble. Alors, on a une membrane cellulaire, donc, qui est composée, je vais revenir, de protéines et de lipides. Les lipides, c'est en fait les graisses et les huiles qu'on a dans les organismes. Puis c'est des graisses et des huiles qui servent à créer des structures. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme la cellule, c'est un petit peu comme une bulle qui entoure un milieu liquide. En fait, essentiellement, ça baigne dans l'eau. Puis à l'intérieur de ce milieu liquide-là, il y a d'autres petites bulles, des organites, dont, là, on va en parler pas mal, des petites structures qui ont des fonctions importantes dans la cellule, dont le noyau. Donc, le noyau qui contient les messages génétiques, c'est-à-dire le fameux ADN. Ça, vous l'entendez à télé, à radio, à tour de bras, c'est dans mon ADN. Ça veut dire quoi, c'est dans mon ADN? Ben, en principe, ça voudrait dire c'est dans mon noyau. Mais je ne suis pas sûr que c'est ça qu'ils veulent dire. Donc, OK. Dans le noyau, l'ADN, c'est ce qui compose les gènes, la structure des gènes. Puis là, les gènes, ça sert à quoi? Bien, la majorité des gènes, si vous voulez, c'est des codes. En fait, c'est des plans de construction pour construire quoi? Construire des protéines. D'autres types de molécules qu'on retrouve dans l'organisme, ces protéines-là, en fait, ce sont les artisans, les ouvriers de nos cellules. C'est ces molécules-là qui sont responsables de toutes les réactions chimiques, qui sont responsables des structures, puis qui sont responsables, entre autres aussi, par exemple, de la connexion entre des cellules, de la communication entre les cellules, donc des protéines. Alors, les protéines, c'est quoi? Ça, c'est une belle palette. Comment ils appellent ça? Un tomahawk. C'est ça. Donc, du muscle. Alors, le muscle, essentiellement, c'est des protéines. Les lipides qui composent nos membranes, des huiles. Donc là, on va venir à pourquoi on vieillit. Alors ça, c'est tiré d'un article qui date d'encore d'une dizaine d'années. On a fait le tour des principales marques de vieillissement. Qu'est-ce qui se passe dans une cellule pendant qu'on vieillit? Quels sont les signes manifestes à l'intérieur d'une cellule, pas dans un organisme, mais à l'intérieur d'une cellule, qui montrent qu'on vieillit? Alors, je vais vous expliquer une couple de petites choses. Entre autres, on va parler d'attrition des télomères. Je vais vous expliquer c'est quoi les télomères. On va parler de cellules souches, la perte des cellules souches. On va parler de la sénescence cellulaire. Puis ça, c'est mon préféré, c'est mon petit dada à moi, les pertes de fonction mitochondriale. Puis on va revenir à ce que c'est qu'une mitochondrie. Est-ce que je suis à peu près dans le temps? Vous me suivez? À date, ça ne va pas pire? Oui, il n'y a pas de... Bon. OK, on commence. L'attrition des télomères, les coupures, ça a été à la mode pendant un bout de temps en recherche. Est-ce que ça limite la longévité? Je vous explique vite. Dans nos cellules, je vous l'ai dit, dans nos cellules, il y a le noyau, il y a les chromosomes. Les chromosomes, ce sont les gros livres qui contiennent, ça c'est mon atlas Larousse de la cuisine mondiale. J'ai le livre de la cuisine française, le livre de la cuisine italienne. Donc, chez l'humain, on a 23 paires de chromosomes. Puis dans tous ces chromosomes-là, il y a de l'ADN. L'ADN qui code, encore une fois, pour nos protéines. Pas seulement, mais qui code pour nos protéines. Donc, les plans de construction des cellules. Puis sur ces chromosomes-là, au bout des chromosomes, on a des structures, des espèces de bouchons qu'on appelle des télomères, des structures de protéines et d'ADN qu'on appelle des télomères. Puis, nos cellules se divisent depuis toujours. En fait, une grosse partie de nos cellules se divisent. Dans mon système digestif, là, mon intestin, l'épithélium de mon intestin qui est attaqué systématiquement par la bouffe que je mange. Donc, il se renouvelle constamment. Les cellules de surface sont toujours renouvelées. Donc, elles se refont, ça se divise. Donc, il y a de la division cellulaire. Donc, ça nous prend des cellules mères qui vont donner des cellules filles. Puis, à chaque division, il y a une partie du télomère qui va être coupée, éliminée. À chaque fois que je divise ma cellule, le télomère rétrécit. Fait que là, vous me voyez venir, il y a des chercheurs qui ont proposé que la limite de la longévité
était dicté par cette longueur des télomères-là, puis le taux de division cellulaire dans notre vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis né, j'ai mes cellules, par exemple mes cellules du système digestif, avec des cellules souches, puis là, ça se divise, puis ça se divise, puis ça se divise. Puis je me ramasse finalement au bout à un certain âge où j'ai presque plus de jeu, puis à un moment donné, j'ai plus de jeu. Donc, ils se sont dit, probablement que la longueur des télomères ou la disponibilité des télomères fixe la limite ultime de la longévité. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est probablement pas ça. C'est-à-dire qu'on a probablement suffisamment de télomères pour se rendre très loin. Ça marche? 121 ans, Mme Calment, là, elle avait encore des télomères. Par contre, le taux d'attrition des télomères, mais je ne rentrerai pas là-dedans, est probablement associé au processus de vieillissement. Fait que là, je m'en vais où avec ça? Ah oui, les cellules, les cellules souches. Vous avez entendu parler des cellules souches? Oui, un petit peu. Donc, c'est des cellules, les cellules souches, c'est des cellules non différenciées qu'on garde en réserve dans certains de nos tissus pour remplacer les cellules qui ont été éliminées, qui se sont usées ou qui ont été éliminées. Donc, on en a dans la moelle osseuse, on en a dans plein de tissus, ces cellules souches-là. Puis, on attend d'en avoir besoin pour finalement les différencier, c'est-à-dire, c'est des cellules qui ressemblent, en gros, là, qui ressemblent à rien. C'est juste une cellule de base, mais ça ne ressemble pas à une cellule soit de système digestif, ou cellule de cœur, ou d'os, ou de système nerveux central. Ce sont des cellules non différenciées, on va appeler pluripotentielles. On va dire pluripotentielles, puis on en a plein en réserve. Donc, c'est des cellules bébés qui ne savent pas exactement ce qu'ils vont devenir. Mais on en a besoin. On a besoin de ces cellules-là pour remplacer nos tissus. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les cellules souches, donc pendant la période de développement et de croissance, nos jeunes âges, la période du jeune adulte, donc la période où on est reproductif, on en a plus que suffisamment. Mais à partir du moment, ça c'est vrai pour la majorité des animaux, là, à partir du moment où on s'est reproduit, il y a une diminution et de la quantité et de la qualité des cellules souches. Alors évidemment, encore là, ce que ça a proposé, c'est est-ce qu'on a assez de cellules souches pour vivre assez longtemps? Encore là, il semble que, en tout cas, au moins au niveau du nombre de cellules souches, on en a plus que suffisamment pour dépasser la moyenne de longévité, les 80 ans. Ça fait en fait, les cellules souches, ça ne fixe pas la limite, mais ça peut être impliqué, par exemple, dans le processus. On va y revenir. Ensuite, les cellules sénescentes. C'est quoi les cellules sénescentes? Dans nos cellules, dans tous nos tissus, on a plein de cellules. Puis à un moment donné, puis les cellules, certaines de ces cellules-là accumulent des défauts, hein, puis des défauts au niveau génétique aussi. Donc, ils vont accumuler des petites mutations, ils vont accumuler donc des pertes de structure au niveau de certaines protéines. Puis là, ils se mettent à aller mal. Ils ne filent pas très bien. Et puis, ils continuent de se diviser. Alors, la nature fait bien les choses. Il y a un processus chez la majorité des organismes qui fait que quand ces cellules-là se mettent à être dysfonctionnelles, puis c'est perçu à l'intérieur de la cellule qu'il y a des stress de fonctionnalité, les cellules vont se mettre en sénescence, c'est-à-dire qu'on va bloquer la division cellulaire. Hein? Ces cellules-là ne peuvent plus se bloquer, on les met sur la voie d'évitement. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'éviter que ces cellules-là, s'ils continuaient de se développer, que ces cellules-là développent des cancers, des cellules cancéreuses, hein, où on perd le contrôle sur le développement. Donc, on les met sur la voie d'évitement. Puis sur la voie d'évitement, on peut faire
en fait, en général, on peut faire, quand ça va bien, là, ça, c'est mes cellules sénescentes. Ça peut être des cellules normales ou encore ça peut être des cellules, des cellules souches aussi qui deviennent sénescentes. Donc, on les met dans les voies d'évitement. Donc, tu ne bouges plus, tu ne te divises plus, tu attends que ça passe. Puis là, dans un organisme sain, les cellules immunitaires, souvent les cellules immunitaires vont venir prendre en charge ces cellules sénescentes-là, puis vont les éliminer. Mais plus on vieillit, ce qu'on s'est aperçu, c'est que plus on vieillit, plus ces cellules sénescentes-là s'accumulent dans beaucoup de nos tissus. On a de plus en plus de cellules sénescentes, ou une plus grande proportion de cellules sénescentes au fur et à mesure qu'on vieillit. Puis c'est quoi le problème d'avoir des cellules sénescentes? C'est qu'on n'élimine pas, c'est que ces cellules sénescentes-là se mettent à développer ce qu'on va appeler un phénotype. Ils se mettent à avoir des fonctions, en fait, ils envoient des messages de stress, des messages d'inflammation. Ils vont induire les processus inflammatoires. Puis, associé au processus inflammatoire de nos cellules sénescentes, bien, on va avoir quoi? On va avoir, si on ne les a pas éliminées, bien, associé à l'inflammation, il y a le développement de cancer potentiel, maladies neurodégénératives, syndrome métabolique, maladies métaboliques, les maladies inflammatoires, puis évidemment les maladies aussi coronariennes. Ça marche? Associé au processus d'inflammation. Maintenant, pourquoi ça se dégrade comme ça? Pourquoi mes cellules se dégradent, deviennent sénescentes? Pourquoi j'ai de la misère pour d'autres cellules à les prendre en charge, mon contrôle de qualité à les prendre en charge, puis à garder, en fait, un système biologique qui est top tout le temps de ma vie. Donc, il y a quelque chose de fondamental à la base qui probablement doit mener un petit peu tout ça. Puis là, de plus en plus, en fait, c'est une hypothèse. Ça reste une hypothèse. Je ne vous dis pas que c'est ça, mais c'est une hypothèse qui est testée par beaucoup, beaucoup de chercheurs. C'est en grosse partie, on pense, la faute aux mitochondries. Ça, c'est un exemple d'un article de synthèse qui vient d'être publié, le vieillissement. Toutes les routes mènent aux mitochondries. Je vais vous expliquer c'est quoi les mitochondries, puis je vais vous expliquer pourquoi les mitochondries contribueraient tant que ça à l'induction du phénotype vieillissement, du vieillissement. Mitochondries, encore une fois, c'est des organites qu'on a dans nos cellules. Puis ce que ça a de particulier, en fait, ça, je vous le dis, on peut peut-être y revenir, ça a son propre ADN. Il y a de l'ADN dans le noyau, mais il y a de l'ADN aussi dans les mitochondries. Puis la job des mitochondries, une des jobs importantes des mitochondries, c'est de prendre les carburants qui sont bruts, qu'on consomme pour faire de l'énergie, puis transformer ce carburant-là en source d'énergie utilisable par la cellule. Puis pour ça, ça a besoin d'oxygène. Ça fonctionne à l'oxygène. Ça brûle les carburants, ça les transforme. Puis ce que ça fait, c'est ça. Donc, par exemple, les carburants, c'est quoi? C'est les lipides, les graisses et les huiles qu'on mange, puis les sucres. Ça va aller oxyder, donc ça va aller arracher des électrons, c'est un détail, à ces lipides-là puis à ces sucres-là. Donc, ça a besoin d'oxygène. Puis dans ce processus-là, ça va générer une molécule. Puis ça, c'est un cycle continu. Ça va générer à partir de ces petites molécules-là, adénosine diphosphate, puis du phosphate inorganique. Ça va les coller ensemble, puis ça va générer ce qu'on appelle un ATP, adénosine triphosphate. Puis cet ATP-là, c'est ça, l'énergie universelle qui est utilisée par nos cellules. Là, vous êtes en train de m'écouter, hein? Vous me regardez, vos cellules nerveuses fonctionnent, hein? Il y a les réseaux, votre réseau visuel. Puis là, vous êtes en train de brûler plein d'ATP pour continuer d'essayer de me suivre. Ça marche? Puis cet ATP-là, vous l'avez généré à partir de ce que vous avez mangé aujourd'hui ou hier, c'est-à-dire les sucres et les lipides. Donc, à partir de cet ATP-là, effectivement, on peut tout faire. On peut réfléchir, on peut contracter des muscles,
on peut faire battre le cœur. Ça va être notre source d'énergie. Mais passer d'un carburant brut à un carburant propre, universel et utilisable, bien, donc le carburant brut à un carburant utilisable, c'est un processus qui va générer des produits secondaires, ce qu'on appelait dans le temps des déchets métaboliques. Là, vous voyez, l'usine de transformation ici, de raffinement, la raffinerie. Mitochondries, ils génèrent quoi comme ce qu'on appelait des déchets? Ils génèrent une forme particulière d'oxygène qu'on va appeler, en fait, on appelait ça les radicaux libres, mais on va leur donner un autre petit nom parce qu'on est rigoureux, les espèces réactives de l'oxygène. C'est des dérivés de l'oxygène qui ont souvent des électrons supplémentaires ou encore qui vont avoir d'autres hydrogènes, d'autres formes, qui sont très réactifs. Réactifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent attaquer, briser l'ADN, qui peuvent briser des protéines, puis qui peuvent briser des lipides puis des membranes. Donc, c'est le prix à payer pour être capable de générer de l'ATP et de transformer des carburants bruts en carburants utilisables. Le prix à payer, c'est la génération des dérivés réactifs de l'oxygène. Les dérivés réactifs de l'oxygène, en fait, ça fait rouiller, ça nous fait rouiller un petit peu de l'intérieur, en particulier au niveau des mitochondries. Ça, c'est vraiment, c'est du fer qui a été, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été oxydé à l'air avec du sel. Donc, ça, c'est l'œuvre de l'oxygène. C'est en observant les dégâts sur les métaux à partir de l'oxygène que Harman, en 1954, un chimiste, a proposé la première théorie oxydante des radicaux libres du vieillissement. Cette théorie-là est dépassée. Là, on est rendu à un autre niveau. Et c'est vraiment en regardant ce qui se passait au niveau de l'oxydation des métaux, en fait, des métaux puis des caoutchoucs. Il travaillait pour Michelin. Donc, c'est un spécialiste de l'oxydation. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des mitochondries? Puis là, on l'a vu avec des jeunes mitochondries. Des jeunes mitochondries sont top shape, sont bien structurées, des belles membranes, des protéines hyper fonctionnelles. On va générer un petit peu de dérivés réactifs de l'oxygène, mais on en a besoin un petit peu. Mais juste un petit peu. Puis ils ont, à l'intérieur des mitochondries, un système de contrôle de qualité, de contrôle des dérivés réactifs de l'oxygène qui est hyper efficace. Au fur et à mesure qu'on vieillit, les mitochondries se mettent à se déglinguer. On augmente la production des dérivés réactifs de l'oxygène, leur capacité de produire des dérivés réactifs de l'oxygène, puis en même temps, on diminue le contrôle, la qualité du contrôle du stress oxydant ou du stress oxydatif. Fait que ça crée un cercle vicieux. Ça fait, on a des mitochondries dysfonctionnelles qui vont, en principe, générer plus de stress oxydatif. Plus de stress oxydatif, on va attaquer les structures des mitochondries qui vont encore plus se détériorer et générer encore plus de stress oxydatif. Fait que les mitochondries vieillissantes, donc, qui sont dysfonctionnelles, bien, ça affecte quoi? Je vais plus vite que je pensais, c'est pas pire. Est-ce que je vais trop vite? Non, ça va? Ouais. Les mitochondries, je vous ai dit, les mitochondries, sa fonction principale, c'est de produire de l'ATP, une énergie universelle dans les cellules utilisable. Mais je vous ai presque menti. Parce qu'on s'est aperçu depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, mais surtout une vingtaine d'années, que ça a d'autres fonctions hyper importantes dans le contrôle de ce qu'on appelle l'homéostasie, l'équilibre dans nos cellules. Entre autres, ça contrôle quoi? Ça contrôle, je vais y revenir sur cette figure-là, ça contrôle, entre autres, ce qu'on appelle l'apoptose. Ça vous dit quelque chose, l'apoptose? La mort cellulaire programmée. La mort cellulaire programmée. C'est un processus pour se débarrasser des cellules qui sont délinquantes.
Hein? Des cellules qui ne fonctionnent pas, je vous l'ai dit, ça peut devenir des cellules sénescentes. Mais ou encore, on peut s'arranger pour les faire disparaître complètement. On appelle ça de l'apoptose. L'apoptose, c'est mort cellulaire programmée. Ce que ça veut dire, c'est que les cellules meurent pas de façon aléatoire, mais de façon contrôlée par des processus métaboliques qui ont évolué. Puis ça, c'est contrôlé par les mitochondries. Les mitochondries, ça contrôle aussi en grosse partie l'inflammation, les processus inflammatoires. C'est à partir des mitochondries qu'on va, et des dérivés réactifs de l'oxygène, qu'on va contrôler l'induction de l'inflammation. Fait que vous comprenez que des mitochondries qui se mettent à mal fonctionner, ça a un impact en cascade sur, entre autres, les réserves de cellules souches. Les mitochondries de cellules souches qui fonctionnent mal, ça va faire que mes cellules souches vont devenir délinquantes, elles aussi. Je risque de les mettre sur la voie de contournement. Ça va affecter les mécanismes de contrôle à l'intérieur des mitochondries. Ça va affecter, évidemment, l'augmentation des cellules sénescentes. Je l'ai dit, si les cellules se mettent à être délinquantes, on va les mettre sur la voie de contournement. Je vous ai dit que ça affectait, ça contrôlait en partie l'inflammation. Donc, on va augmenter l'inflammation chronique. D'autant plus qu'on va augmenter les cellules sénescentes qui, elles aussi, induisent l'inflammation chronique. Et puis, je ne vous l'ai pas dit, ça accélère l'attrition des télomères. Les mitochondries marchent mal dans une cellule, ça va accélérer les coupures des bouts de chromosomes, donc des télomères. OK. Fait que mitochondrie vieillissante, ça génère un environnement cellulaire qui est propice aux maladies associées à l'âge. Les maladies coronariennes, neurodégénératives, le cancer et j'en passe. Ça marche? Fait que, j'y reviens. Toutes les routes mènent vers les mitochondries. Fait que là, pour tout de suite, en fait, je vous ai donné quelques pistes. On pourrait y revenir. Quelques pistes d'explication du processus de vieillissement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on parle de sénescence, on parle des mitochondries dysfonctionnelles, on parle de cellules souches qui se perdent. Tout ça, ça va ensemble. Ça marche? Donc, puis en général, on essaye de pointer du doigt une cause ultime. Mais à l'intérieur des cellules et à l'intérieur des organismes, la sénescence, les fonctions mitochondriales, l'inflammation, l'activité des cellules, des globules blancs, par exemple, à l'intérieur, dans notre système sanguin, qui est responsable des réponses contre les attaques bactériennes et virales. Tout ça, c'est en équilibre. Ça fonctionne en équilibre. Donc, quand il y en a un qui se met à aller mal, tout se met à être bancal. Puis là, la grosse question que vous vous posez, c'est considérant qu'on commence à mettre le doigt sur des facteurs d'accélération ou d'induction du processus de vieillissement, on peut se demander, est-ce qu'il y a moyen d'intervenir pour ralentir le processus de vieillissement? Ça, c'est vraiment la question la plus payante. Bonne nouvelle, si ça vous intéresse, j'ai apporté un échantillon de mes capsules de composés spécial anti-vieillissement que je vendrai pour la modique somme de 39,99 $. Donc, ce n'est pas vrai, je n'ai rien à vous vendre. Mais il y a des avenues de recherche, puis il y a des avenues qui sont proposées. Première des choses, puis je suis sûr que je ne vous apprends rien. Je ne suis pas original. L'exercice. Tout âge, toute condition confondue, l'exercice, c'est un excellent moyen pour ralentir le processus de vieillissement. Entre autres, parce que, puis là, je vous ai parlé de mitochondries. Hein? L'exercice, là, c'est champion pour maintenir des mitochondries en forme, augmenter le contrôle de qualité des mitochondries, puis augmenter la quantité des mitochondries dans l'ensemble de nos tissus. Même si je fais, par exemple, la course, là, ça fait battre mon cœur, ça fait battre, mais ça a des effets sur les mitochondries dans l'ensemble de l'organisme. Plus de mitochondries, puis des mitochondries plus fonctionnelles. Donc, ça veut dire moins de stress oxydant, et puis plus de mitochondries, ça veut dire que chaque fois que j'ai besoin d'énergie, chacune de mes mitochondries va travailler moins fort. Je vais moins la solliciter, puis elle risque moins de se déglinguer. Donc, ça, c'est tous des exemples de littérature actuelle, de recherche qui se fait
sur l'impact de l'exercice, sur la prévention du vieillissement, puis en particulier sur les fonctions mitochondriales. Fait que la nutrition, on avance trop vite. La nutrition, encore là, je ne vous apprends rien. Bien manger, c'est une des voies royales pour ralentir le processus de vieillissement. Mais là, ce qu'on sait aujourd'hui, à partir de ce que je vous ai dit, je vais relier ça à ce qu'on a présenté. Nutrition, ça joue sur le maintien de la qualité des cellules souches, stem cells, les cellules souches, du nombre et de la qualité des cellules souches. Ça maintient encore, on ne s'en sortira pas. La qualité des mitochondries. Qu'est-ce qu'il y a dans les cellules, au niveau de l'alimentation qui nous permet, en fait, évidemment, je vais le dire, je vais vous le dire en partie, la qualité et la quantité. Dans la qualité, il y a beaucoup de recherches qui commencent à se faire. Ça, vous ne verrez pas ça dans la littérature de base, là, ça s'en vient. Dans 10 ans, dans 5 ans ou 10 ans, vous allez en entendre plus parler. Les sénolytiques. Quand vous mangez des fruits et légumes colorés, on vous dit c'est plein d'antioxydants, c'est plein de flavones, mais on ne savait pas exactement pourquoi ça marchait si bien que ça. Les fraises, par exemple, là, pas longtemps, on disait les fraises, ça a des vertus anti-âge, on ne savait pas pourquoi. Là, ce qu'on commence à comprendre, c'est justement le pourquoi. Entre autres, dans le cas des fraises, on a isolé. Polyphénols, c'est des molécules qui sont proches des lipides, qu'on retrouve, donc des flavonoïdes, c'est des pigments qu'on va retrouver dans les fruits et légumes colorés. Puis dans le cas des fraises, on va retrouver beaucoup de physétine. Dans d'autres, puis je vous nomme juste 2 des polyphénols qui sont les plus étudiés. Il y a la quercétine aussi, qui est dans d'autres aliments qui sont extraits et qui sont étudiés. Ces molécules-là, on sait, puis on l'a fait dans mon laboratoire, on l'a testé sur du sang humain, sur des cellules sanguines humaines. Ça a une activité sénolytique épouvantable. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tout cas dans les modèles animaux, les modèles cellulaires, je n'ai pas travaillé chez l'humain encore, là, ça tue les cellules sénescentes. Ça les élimine. Puis ça commence en termes de champ de recherche. Puis là, vous vous rappelez, les cellules sénescentes qui s'accumulent, les dégâts que ça fait, induction de l'inflammation, puis maladies associées, toutes les maladies associées à l'âge, associées à l'inflammation. Donc ça, on retrouve ça beaucoup dans les fruits et légumes colorés, certains polyphénols. Les oméga-3 en particulier, évidemment, les oméga-3 de poisson. Il y a des grosses controverses là-dessus. Il y a des méta-analyses qui disent que ça ne marche pas, il y a des méta-analyses qui disent que ça marche. Les oméga-3 de poisson, ce n'est pas n'importe quel oméga-3, c'est les à longue chaîne polyinsaturés. Ce que vous allez voir, on va appeler des DHA ou les EPA quand vous allez regarder sur les bouteilles. C'est des molécules qui... L'intérêt de ces molécules-là, c'est qu'ils ont une activité assez importante en termes de prévention de l'inflammation. Ils sont anti-inflammatoires. Le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet anti-inflammatoire, beaucoup de l'effet anti-inflammatoire des huiles oméga-3 de poisson, ça ne vient pas directement des oméga-3, ça vient de produits de dégradation des oméga-3, c'est-à-dire de métabolites des oméga-3. On appelle ça la résolvine et la protectine, des petites molécules qui sont coupées pendant la digestion, qui viennent des oméga-3 puis qui ont des effets anti-inflammatoires importants, très démontrés. On est encore dans le processus de prévention de l'inflammation. Je ne vous énumérerai pas toutes là, parce que j'en aurais pour longtemps. Ça, par exemple, c'est une étude qu'on a fait ici à Rimouski. On mêle le vieillissement, la santé, puis le milieu marin, parce qu'on est à l'UQAR. Donc, des acides gras de poisson, des monoglycérides d'un acide gras de poisson, eicosapentaenoïde. Ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, sur un modèle de souris, on a fait fondre des tumeurs colorectales qu'on avait induites. Je vous montre.
On avait pris des souris, on leur avait implanté des cellules, des xénogreffes de cellules cancéreuses dans le système digestif. Ça, c'est quand je dis on, c'est avec Samuel Fortin, qui est prof associé et qui est chercheur ici. Donc, puis ça, ce que ça vous donne ici, c'est le volume des tumeurs après l'implantation, c'est en nombre de jours. Donc là, après, c'est ça. Là, ça commençait à augmenter. Puis là, on avait le groupe contrôle, donc groupe de souris auquel on n'a pas donné d'oméga 3, puis le groupe supplémenté en oméga 3. Puis là, ce que vous voyez, bien, pas d'oméga 3, la tumeur grossit. Avec les oméga 3 en bonne quantité, la tumeur est minime comparée à notre groupe contrôle. Donc, on a pratiquement fait fondre cette tumeur-là. Et puis, quand on regarde ça, c'est un autre résultat. Ce que ça montre, c'est MAG-EPA, ça, c'est les oméga 3 qu'on a donnés. Puis ça, c'est le contrôle. Puis ça mesure en fait l'activité d'une enzyme caspase-3 ou de la présence d'une enzyme caspase-3. Elle, cette enzyme-là, sa job à elle, caspase-3, c'est de faire de l'apoptose. En fait, c'est un indicateur d'apoptose. Vous vous rappelez ce que c'est que l'apoptose? La mort cellulaire programmée. Ça veut dire qu'il semble, en fait, le lien là, mécanistique, c'est qu'en donnant ces oméga 3-là à nos souris, on a permis au mécanisme de nettoyage des cellules délinquantes, c'est-à-dire les cellules cancéreuses, d'induire l'apoptose puis d'être éliminées. Ça marche? La restriction alimentaire. On parle de nutrition, restriction alimentaire. Les jeûnes, comment on appelle ça déjà, les jeûnes intermittents? Oui, c'est ça, je devrais le savoir. J'en fais. Donc, jeûne intermittent. Période de temps, chez l'humain, on suggère 16 heures à peu près de jeûne à quelques reprises dans la semaine. Les jeûnes intermittents dans les modèles animaux, mais dans les modèles animaux, ça marche l'enfer. Pour ralentir le processus de vieillissement, puis souvent, on va augmenter la longévité. Évidemment, là, moi, je ne fais pas la connexion, là, je ne fais pas le pont avec faites des jeûnes, puis vous allez vivre plus vieux, je vais me faire attaquer. Mais par contre, ça ici, on a des belles indications que ça a un super beau potentiel chez l'humain aussi pour ralentir le processus de vieillissement. Ça, c'est un article que je vous ai sorti. Restriction calorique chez l'humain révèle, en fait, ça manifeste le métabolisme immunitaire, les régulateurs du métabolisme immunitaire de health span, c'est de la longévité en santé. Donc, ça a été publié dans Science. Ça a été soumis, je pense, 10 février 2022. C'est tout récent, tout ça. Donc, dans Science. Donc, on a des belles indications que ça peut peut-être marcher. En tout cas, ça peut aider. Puis encore une fois, dans le cas de la restriction, je ne suis pas allé plus loin, là, mais dans le cas de la restriction calorique, ça a l'air d'avoir un impact significatif encore sur la qualité et la quantité des mitochondries. Au point de vue pharmacologique, metformine, pour ceux qui souffrent de diabète de type 2, la vitamine B3, niacinamide, ça, donc, dans le cas de la metformine, évidemment, ça a un effet au niveau du diabète, mais ça aussi semble avoir un effet sur les modèles cellulaires, les modèles animaux, dans le ralentissement, par d'autres voies, pour d'autres raisons, dans le ralentissement du processus de vieillissement. Donc, ça encore, il y a beaucoup, beaucoup de recherches là-dessus. Vitamine B3, ça, c'est une autre affaire. Je n'en ai pas parlé, je n'ai pas le temps, mais la vitamine B3, c'est un précurseur d'une molécule qu'on appelle le NAD, nicotinamine, adénine, dinucléotide. On a ça, puis ça chute, sa concentration chute quand on vieillit. Puis ça a une fonction au niveau de la bioénergétique, au niveau des mitochondries, mais ça a aussi une fonction de maintenir ce qu'on appelle l'épigénome, le contrôle des gènes à un stade optimal pour l'homéostasie.
Ça, c'est le NAD. Fait qu'il y a du monde qui se disent que si on est capable de supplémenter et augmenter notre NAD, on devrait être capable de maintenir ce qu'ils appellent l'épigénome à un stade plus jeune. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en reparler. On risque d'avoir peut-être un peu de temps. Donc, ça, c'est ce que je vous disais. Moi, ce sont mes hypothèses de travail. Je ne vous révèle pas la vérité, mais il y a beaucoup de choses qui pointent vers la mitochondrie. Si ce n'est pas comme cause principale ou ultime, donc les dysfonctions mitochondriales, c'est comme un élément clé du processus de vieillissement. Entre autres parce que la mitochondrie est au carrefour de beaucoup de processus cellulaires qui sont clairement associés au vieillissement, c'est-à-dire à la vitesse puis à l'âge qu'on est capable d'atteindre. Lié là-dedans, il fait quoi? Là, je vous ai montré une de des publications que j'ai faites en collaboration avec Samuel Fortin. Bien, évidemment, je suis à Rimouski. Je ne suis pas dans un département dans une faculté de médecine, dans un département de biochimie, dans une faculté de médecine. Moi, ce que je fais, c'est de la physiologie évolutive. De la biochimie et de la physiologie évolutive. Mes modèles d'études, c'est Arctica islandica, cette bête-là qui est capable de vivre jusqu'à 507 ans. Donc, ce qu'on pense, le pari qu'on fait, c'est qu'elle est capable de nous, puis si ça vous intéresse, je pourrais en parler après, mais elle est capable de nous révéler certains secrets de comment on peut s'y prendre pour augmenter la longévité. Évidemment, quand on veut savoir comment ça marche quelque chose, on demande aux champions. Hein? Si je veux apprendre à jouer aux échecs, je vais aller voir des maîtres d'échecs. Si je veux comprendre comment on vieillit vieux, je vais aller voir Arctica islandica. Donc, j'ai des projets, dont un projet de doctorat qui continue. Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille sur Arctica islandica. Ça donne des super beaux résultats. Puis ça, c'est un petit insecte insignifiant. Vous comprenez que Arctica islandica, 507 ans, je ne peux pas avoir des bébés Arctica islandica puis les faire pousser, puis regarder comment ils se comportent pendant qu'ils vieillissent. On va avoir besoin d'une quinzaine de générations de chercheurs pour arriver à faire le tour. Alors, ce que ça nous prend, c'est d'autres modèles pour faire ce genre d'études-là, des modèles linéaires. Ça, c'est la bruche du haricot. Bruche du haricot, c'est un petit insecte super intéressant. On travaille en collaboration avec l'Université de Belgrade et l'Université d'Alberta sur ce modèle-là. Belgrade ont développé, ça c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ça vaut une petite fortune. Ils ont développé, depuis le milieu des années 80, ils ont développé 2 souches différentes de la bruche, une souche à courte longévité et une souche à longue longévité. On a une souche pour laquelle l'âge maximum atteignable est 8 jours. Puis on a une souche pour laquelle l'âge maximum atteignable est 13-14 jours. Donc là, on a une expérience en temps réel d'évolution de la longévité. Ça leur a pris, pour arriver à faire ça leur a pris, c'est à peu près 300 générations de sélection. Donc, je ne serais pas capable de faire ça avec ça. Et on a ça ici, on fait des super beaux travail avec ça. Puis évidemment, vous aurez compris que qu'est-ce que je fais? Bien, j'étudie les divergences entre, par exemple, ça ici, Arctica islandica, je regarde comment les mitochondries de cette bébête-là se distinguent des mitochondries d'espèces qui ont une longévité plus courte. Moi, j'essaye de faire le lien entre la structure et la fonction des mitochondries, l'âge à la reproduction, puis le processus de vieillissement. Donc, je compare cette espèce-là à d'autres espèces. Ce que j'ai aussi, ça, c'est incroyable aussi. Cette espèce-là, Arctica islandica, j'ai une autre petite espèce, Corbicula fluminea, qui est une proche parente qui vit au maximum 4 ans. Fait qu'il y a des choses à regarder. Donc, bon, c'est ça. Ça, c'est un compte rendu de où on en était. Ça, c'était en 2017, où on a fait c'est ça, une revue de littérature sur qu'est-ce que les bivalves peuvent nous apprendre sur la longévité. Puis tout ça, toujours dans l'objectif de comprendre les mécanismes physiologiques et biochimiques qui permettent de gérer
ou de rallonger cette période de temps-là où on est à peu près en santé, avant que le déclin arrive, avant que les maladies associées à l'âge se manifestent. Fait que je suis presque à la fin. Je suis à la fin. C'est un peu décourageant. En fait, on a des avenues de recherche. On sait à peu près pourquoi, on commence à comprendre beaucoup mieux pourquoi on vieillit et comment on vieillit. Je vous ai expliqué aussi qu'on commence à chercher sur des approches, à faire des travaux sur des approches nutritionnelles, des approches pharmaceutiques pour court-circuiter les processus inducteurs du vieillissement. Mais la note optimiste, mais malgré tout, le vieillissement, c'est inéluctable. On est né, c'est le propre de la vie, en particulier de la vie sexuée. On est né avec une date de péremption. Puis ça va être pour toujours. À mon sens, à moi, là, le transhumanisme, c'est une perte de temps. Mais c'est quoi la note optimiste que je voulais vous laisser? Je voulais vous parler de la chance qu'on... C'est plate de savoir qu'à un moment donné, il va falloir dire bonjour. Mais je voulais vous laisser avec le même feeling, le vertige existentiel que j'ai eu en constatant la chance qu'on a d'exister. C'est-à-dire l'improbabilité de chacun qu'on a, nous, d'être là aujourd'hui au monde, puis à se poser la question sur pourquoi on vieillit, puis comment on vit. Alors, puis je vais vous laisser là-dessus, cette improbabilité-là, puis pourquoi on est vraiment, mais vraiment béni. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, on vit, en fait, on est des animaux comme les autres, des animaux qui issus de reproduction sexuée. Et on va faire le calcul relativement simple. Du côté de notre mère qui était comme nous, qui avait 23 paires de chromosomes, puis elle nous a donné la moitié de nos chromosomes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la reproduction, à la reproduction, le spermatozoïde du père donne la moitié des chromosomes et l'oocyte de la mère donne la moitié des chromosomes. La mère, pour le premier chromosome, on va juste au premier, c'était quoi les possibilités, le jeu de chromosomes pour le premier chromosome qu'elle nous donne? Notre mère avait hérité d'un chromosome de son père, d'un chromosome de sa mère. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y avait deux possibilités. Ça marche? Puis comme notre mère avait 23 chromosomes, à partir de ces deux possibilités-là, il y a 20 à 23 chromosomes, il y a 2 à la 23 jeux de cartes de chromosomes qui peuvent être distribués. Ça, c'est juste pour ma mère. Pour mon père, il y en a 2 à la 23. OK? C'était quoi la probabilité d'arriver au jeu de chromosomes qu'a donné Pierre Blier, qui vous a donné chacun d'entre vous, la fois que nos parents se sont reproduits? La probabilité, c'était 1 sur 70 000 milliards. Oui? On est des improbabilités. En fait, chacun d'entre nous, on est des impossibilités. On a une chance incroyable d'être au monde, puis d'exister, puis d'être conscient. C'est sûr qu'on peut toujours se plaindre, on va finir par finir. Mais quand on est, en tout cas, moi déjà, pour moi, c'est presque suffisant. Le fait de constater que le fait d'exister, c'est un cadeau incroyable de l'univers. Puis en plus d'être conscient, c'est un cadeau incroyable de l'univers parce que j'aurais pu arriver en drosophile, en Arctica islandica, ça aurait été peut-être un peu plate, 500 ans là, dans le fond de l'océan. Mais je suis arrivé en Pierre Blier qui est capable de réfléchir sur le processus de vieillissement. Donc, j'espère juste vous avoir communiqué ce plaisir-là qui est associé à ce vertige existentiel-là. De constater la chance qu'on a d'être en vie. Merci. Alors, merci mille fois, Pierre, pour ta conférence. C'était très instructif et bien bâti comme conférence aussi. Puis en fait, on apprend que le simple fait d'exister, c'est une véritable fontaine de jouvence. Ouais.
Alors, on va passer une période de 15-20 minutes de questions. Alors, il y a 2 micros dans la salle si des gens veulent prendre la parole. Et pour les personnes qui sont sur le Zoom, il s'agirait d'écrire votre question en bas sur votre tableau. Et il y a quelqu'un ici, Michel, qui va s'occuper de transférer vos questions au fur et à mesure. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer à poser une question dans la salle? Ne vous gênez pas. C'est gratuit. Bonjour. Vous avez parlé des facteurs biologiques. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur des facteurs exogènes dans le sens que l'individu vit dans une société et il y a toutes sortes, il y a certains facteurs dont on parle beaucoup aujourd'hui, l'environnement, là, avec la fonderie Orb. Et puis, Gaspé, pas Gaspé, mais après, il y a un autre. Là, dans la baie des Chaleurs. Port-Daniel, oui. Oui. Fait qu'il y a des facteurs comme ça. Puis il y a aussi un facteur que vous avez abordé, mais je fais référence à. Il y avait un médecin, docteur Serge Mongeau, je crois, qui était un partisan de la. Je vais noter ça, là. Simplicité volontaire. Ouais. Et lui avait identifié 5 piliers de la santé. Il y en a 2 que vous avez nommés. Un troisième, oui, là. L'alimentation, l'exercice physique, la lutte contre le stress. Vous en avez parlé un peu, parce qu'on vit dans une société aussi assez stressante. On a vu avec la pandémie, comment est-ce que ça a pu toucher les jeunes et puis même les personnes âgées, avec des problèmes qui semblent s'accentuer au niveau de la santé mentale. J'aimerais ça que vous disiez quelques mots, certaines corrélations que peut-être que vous faites personnellement ou en tout cas avec d'autres études concernant l'impact des facteurs extérieurs comme ça. Là. OK. Très rapidement, ce que j'en sais, c'est par exemple le stress et la qualité de l'environnement vont aussi affecter le processus de vieillissement. Ça, c'est clair. Et puis, ils vont affecter, quand je parle de stress et de qualité de l'environnement, par exemple, je me rappelle d'une étude scandinave où ils démontraient que l'accès à la nature, la proximité de la nature, c'était un élément important sur le processus de vieillissement et la qualité du vieillissement. Puis, quand vous parlez du stress de façon générale, puis là, on regarde les marqueurs de stress physiologiques, bien, ces marqueurs de stress-là vont effectivement être associés au vieillissement, puis ils vont être associés à certains traits physiologiques que j'ai identifiés tout à l'heure. Par exemple, l'inflammation, par exemple, aussi les mitochondries encore. Donc, pour y aller simplement, parce que cette question-là est hyper pertinente. Moi, je suis physiologiste, biochimie comparée. On a des collègues ici en sciences de la santé. On est en train de monter un réseau de recherche dans le réseau des UQ en vieillissement et en santé où la question est justement la question que vous posez, c'est quels sont les liens entre les traits socio-économiques, la qualité de l'environnement et les processus physiologiques que nous, on a identifiés qui sont associés au vieillissement. On travaille là-dessus depuis avec Nicole Ouellet, ici en sciences de la santé. On travaille là-dessus depuis une couple d'années. Puis ça commence à vouloir se prendre forme, naître. Mais je peux pas. Puis ces corrélations-là vont être intéressantes. Je ne peux pas vous répondre tellement plus que ça parce que je n'ai pas encore investigué en détail cette question-là. Puis ça fait partie des projets qu'on a. Mais ce que je vous dis, ce que je vous garantis, c'est que je suis convaincu que c'est une question hyper importante. Puis l'exemple que vous donnez, en fait, il y a plein d'exemples, mais en termes de qualité, souvent, là, le paradigme qu'on avait sur le vieillissement, c'était le paradigme génétique. On percevait que le vieillissement, le potentiel de vieillissement était principalement associé au génome qu'on héritait de nos parents. C'est en partie vrai, puis c'est en partie faux, parce qu'on s'aperçoit en étudiant certaines populations, des populations clés, qui démontrent une longévité un petit peu anormale par rapport aux populations moyennes, que certains des éléments, c'est des éléments sociaux. C'est, par exemple, la qualité du réseau social, en plus de la qualité de l'alimentation, puis la qualité de l'environnement immédiat. Le support. Donc, je ne sais pas si ça a répondu en partie à votre question, mais... Peut-être juste une deuxième rapide. Oui.
On entendait parler il y a quelques années, je ne sais pas comment c'est rendu maintenant, que l'espérance de vie chez la femme était plus élevée que chez l'homme. Oui. Je ne sais pas là, sur quoi ça repose nécessairement, mais la question, quand vous parliez des prédateurs, dans votre exemple, là, quels seraient les principaux prédateurs qui font en sorte que l'homme vit moins longtemps? Là? Est-ce qu'il y a des prédateurs spéciaux? Okay. Je vais vous amener ailleurs. je vais vous amener ailleurs pour cette question-là. L'espérance de vie chez les femelles, ce n'est pas un trait typiquement humain. On retrouve ça chez plein d'espèces animales, chez beaucoup d'espèces animales. Et entre autres, on retrouve ça aussi, par exemple, chez les drosophiles, les mouches à vinaigre. Présentement, une des hypothèses qui est proposée, c'est que, je vous ai parlé des mitochondries, je vous ai dit que les mitochondries avaient leur propre ADN, donc qui code pour des protéines. Bien, nos mitochondries et notre ADN, donc notre pool génétique, on l'a hérité de notre père et de notre mère. C'est vrai, sauf pour les mitochondries. L'ADN mitochondrial, on l'a hérité exclusivement de notre mère. Ouais, fait que la journée de la mère, c'est la journée de la mitochondrie. C'est un cadeau uniquement maternel. Puis entre autres, ça vient de l'origine des mitochondries. Je ne tomberai pas là-dedans, mais ça remonte à 3,5 milliards d'années. Il fallait que cet ADN-là soit distribué seulement par un des parents pour pas qu'il y ait de compétition au niveau de l'ADN mitochondrial. Donc, là, on revient à la longévité. Pourquoi les femelles auraient une longévité? C'est parce que les mitochondries ont plein de protéines. Ils ont des protéines codées par l'ADN mitochondrial, ils en ont 13. Puis ils ont des protéines codées par le noyau dans les mitochondries, ils en ont à peu près 1000. Vous suivez? Mais les protéines codées par l'ADN mitochondrial, ils viennent juste de la mère. Donc, il y a une possibilité de sélection maternelle sur l'optimisation de l'ADN mitochondrial qui n'est pas possible chez les mâles. Est-ce que vous me suivez? On peut optimiser les fonctions mitochondriales en fonction de la combinaison de l'ADN des mitochondries nucléaires, mais ça en fonction de l'ADN mitochondrial qui est donné par les mères. Donc, les femelles ont un avantage sur les mâles à cause de l'ADN, entre autres, à cause de l'ADN mitochondrial. En anglais, ils appellent ça le mother curse. C'est quoi? En français, on dirait quoi? En tout cas, le sort que les mères nous ont jeté, le sort maternel. Ça répond à la question? J'ai une question, mais j'ai une suggestion. Une dernière, monsieur, il faut passer à d'autres questions peut-être aussi. Le jeûne intermittent, oui. On dit qu'on observe que ça aide la longévité. Oui. Mais est-ce qu'on comprend pourquoi? Oui, on commence à comprendre. On comprend que ça va affecter des voies de signalisation, donc les signaux de réception de l'état nutritionnel des cellules. Ça va affecter, je vais vous dire des gros mots, là, ça va affecter ce qu'on appelle les voies de signalisation. C'est des protéines qui contrôlent le fonctionnement des cellules, qui vont contrôler l'expression des gènes à l'intérieur des noyaux. Fait que le jeûne intermittent, ce que ça fait, c'est que ça a l'air de mettre au repos les mécanismes qui induisent la croissance cellulaire et le développement cellulaire au profit du repos cellulaire. Vous me suivez? Fait que en jeûne intermittent, ce que je fais, c'est que je ralentis le processus de développement de mes cellules. Je me mets en mode relax au niveau développement cellulaire puis au niveau division cellulaire. Puis il semble que ce soit en partie ça qui permet de ralentir. Puis encore là, c'est encore associé aux fonctions mitochondriales et à l'épigénétique. Une diminution de l'alimentation, ça va maintenir notre génome, notre épigénome à un niveau plus jeune un petit peu. OK. J'allais suggérer pour améliorer notre longévité qu'on mette les très vieux à contribution dans la reproduction.
Mais là, avec le commentaire que vous venez de faire, j'ai l'impression de bousiller ma Je vais en parler à votre femme. Alors, on a à peu près 35 personnes au moins qui sont sur Zoom présentement. On va passer une question sur Zoom par l'entremise de Michel. Oui. Oui, Viviane. Ils sont très étudiés. Les zones bleues, l'île d'Okinawa, il y a la Sardaigne en France, il y a des villages de Sardaigne en France, il y a des populations comme ça qui sont... Mais il y a une polémique présentement sur ce qu'on appelle les zones bleues. C'est-à-dire qu'entre autres, la polémique est liée à l'état réel, la qualité réelle des livres des municipalités, puis des dates de naissance réelles des habitants. La vraie date de naissance. En fait, il y a des gens qui... Mais il faudrait que je fouille. Il y a des gens qui suspectent que ces gens-là se vieillissent un petit peu pour certains avantages au niveau gouvernemental. Mais je ne tomberai pas là-dedans. Mais ces populations-là, effectivement, ont été et sont encore étudiées. Mais il y a... pour le vrai, il y a quand même, en tout cas, je disais, au niveau génétique, là, il y a quand même des gènes qui ont été associés à des populations, qui ont été associés à un potentiel de longévité plus grand. Mais il y en a plusieurs. C'est complexe. Mais oui, ces populations-là peuvent être intéressantes, mais il faut qu'on, en fait, contrairement aux populations animales, il faut qu'on ait beaucoup de confiance aux données qu'on a démographique sur ces populations-là pour que ce soit pertinent. Est-ce qu'il y a une autre question sur Zoom? Ouais. Vous pourriez le dire à d'autres personnes qui voudraient écouter ça aussi. Puis d'ailleurs, sur la page, je vous invite à visiter la page de l'ADOCA. C'est une belle occasion d'aller voir les formations et les conférences qui sont données pour la session d'automne. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Non, il n'y a pas de quoi. C'est ça, l'examen est la semaine prochaine. C'est ça. Alors, je tiens à vous remercier tout le monde d'avoir participé à cette activité. Continuez d'être actifs et de rester jeunes. Et je remercie aussi beaucoup Pierre de sa conférence. Je pense que c'était... Merci aussi à tout le monde qui était sur Zoom. On espère que ça vous a plu. Et merci à Pierre, pas à Pierre, mais à Michel qui nous a donné un coup de main aussi pour l'organisation de la conférence. Richard vous aurait souhaité la bienvenue, mais ça sera pour une prochaine fois. Alors, merci tout le monde. Bon après-midi. Merci. 70 000 milliards. 1 sur 70 000 milliards. Ouais. Mais c'est ça. Cette conférence-là, grand public, c'est la première fois que je la donne. J'aimerais savoir des commentaires de certains d'entre vous. Je voudrais savoir si c'est clair, si c'était clair, puis si j'avais des choses à ajuster. Oui. Tu as compris? Oh, j'étais sûr que tu comprendrais. Allez-y. Non, non. Ah! Parfait. Oui. 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 OK. Excellent. Je vais le corriger. Merci.